Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de la journée des conflits en Afrique, aujourd'hui je profite de l'occasion pour un contentieux franco-comorien sur l'île comorienne de Mayotte à l'université Paris 8, excusez-moi, à l'université La Sorbonne, et nous allons voir la totalité du débat qui sera animé par le conférencier Dramène Aboubakar. Délégation comorienne à l'ONU et à l'UA. Il connaît bien l'Afrique et j'espère que malgré sa modestie, il nous fera l'honneur tout à l'heure de prendre la parole. Maintenant, je vais donner la parole à Abderrahmane Aboubakar Hakim. Donc, Abderrahmane Aboubakar Hakim, qui a été président de l'association des étudiants, je dirais qu'il a été le fondateur déjà de l'association des étudiants africains de la Sorbonne en 2002, qui en a été le président de 2002 à 2007, qui dirigeait aussi la revue étudiante Philanthropie et qui aujourd'hui est membre actif de la DEAS, qui est quelqu'un de très très important pour nous parce qu'il est toujours là pour nous conseiller, pour nous épauler, pour nous guider finalement. Et malgré le fait qu'il n'est plus président, il est toujours présent et c'est, je dirais, qu'on apprécie son aide précieuse et surtout, et c'est surtout ce qui m'a le plus plu en lui, c'est que c'est un Africain convaincu. C'est vraiment un Africain. Et donc un panafricain, voilà, si on veut. Et Abderrahmane va prendre la parole pour parler du contentieux franco-comorien sur l'île comorienne de Mayotte. Donc il va nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Abderrahmane, je te laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour ce compliment. Je pense qu'il est de mon devoir de remercier la présence ici parmi nous de mon grand frère et notre cher ami, M. Salim Hadjimi, qui a dirigé la diplomatie comorienne pendant les années 70, mais il a été également plusieurs fois ministre des gouvernements très récents. Donc, voyez-vous, c'est une personnalité, donc une personne qui connaît très bien ce dont je vais parler tout à l'heure. Moi, j'ai un petit posture d'étudiant. Et lui, il était dans les affaires. Ce sont des choses qu'il connaît très bien, les dossiers qu'il maîtrise, aussi bien sur le plan national, donc aux îles Comores, mais également sur le plan international à travers son expérience dans les deux organisations que sont l'UIA, l'Organisation de l'Unité africaine, et en même temps aux Nations Unies à Washington et à New York. Donc j'espère qu'il va nous aider à éclaircir, à améliorer, peut-être à revoir certaines de mes analyses que, j'avoue, et je l'annonce tout de suite, sont très simples, modestes et qui sont susceptibles d'être changées. Donc, je rappelle juste qu'Abderrahmane est aussi étudiant et doctorant à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qu'il est donc étudiant en littérature française et qu'il est aussi membre du conseil étudiant du conseil parisien de la vie étudiante. Bon, voilà, je vais aller à l'essentiel puisque nous avons des contraintes de timing et je l'annonce également, je vais adopter une démarche plutôt pragmatique. Donc mes papiers, je vais peut-être les laisser à côté et pour aller à l'essentiel. Je me suis efforcé de développer ma réflexion et mes analyses à travers la lecture du contentieux franco-comorien à propos de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte d'une manière claire, concise
précise et surtout, et je le crois bien, croyez-moi donc, très objectif. C'est un sujet épineux et complexe. Il est épineux puisque, depuis bientôt 2 siècles, Mayotte est sous occupation étrangère. Il est complexe puisque les positions ne sont pas claires dans les 2 camps. D'une part, nous, citoyens des îles Comores, nous avons besoin de notre île. En revanche, nous avons l'impression que nos gouvernements successifs, et là, sans faire honneur à qui que ce soit, hormis le premier gouvernement qu'a connu les Comores, à savoir la révolution, le gouvernement révolutionnaire d'Ali Swali, nous constatons que les gouvernements successifs n'ont pas fait les efforts appropriés pour l'obtenir. La France, donc là je reviens de l'autre part, de côté, dit être disposée à des négociations bilatérales dans le but de trouver une solution pacifique à ce différend. Les instances internationales telles que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'OUA, aujourd'hui devenue l'Union africaine, la Ligue des États arabes, dont les îles Comores sont le 22e État membre, les pays non alignés, les pays membres de la conférence islamique, donc les Comores appartiennent à toutes ces instances, toutes ces institutions condamnent depuis bientôt 3 décennies l'occupation illégale, j'insiste là-dessus, de Mayotte par la France. La France qui est en revanche le premier partenaire financier et économique des îles Comores, comme de la plupart des pays africains, subsahariens et francophones. Mais rien ne se fait concrètement sur le terrain. De jour en jour, les réalités culturelles, et la notion de culture a été très excellemment définie ici, par mademoiselle Cathy Dieng. Moi, je prends la 2e définition, puisque je travaille en rhétorique et en stylistique, et il y a une partie très intéressante de la rhétorique, de la stylistique, pardon, qui s'appelle la sémiologie et la sémantique, qui fait appeler à des notions de lexicologie, lexicométrie. Donc, pour l'étymologie que je souscris, c'est le 2e, de l'anglais Taylor, un tout complexe qui inclut les connaissances, et je ne redis pas ce qui a été dit d'une manière brillante et très concise. Et les éléments démographiques qui constituent les valeurs. Et là, je reviens encore à Cathy. On n'a pas lu nos notes, mais là, c'est spontané, c'est pragmatique. Elle a très bien dit qu'il y a des éléments communs qui fondent une nation, qui font qu'un peuple constitue une nation. Donc, on constate que ces éléments-là, donc les éléments démographiques, c'est-à-dire les valeurs sûres et immuables sur lesquelles repose une nation, changent. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer? On remarque, ici Comores, tout particulièrement à Mayotte, que plus le temps passe, plus Mayotte et sa population s'éloignent des autres îles. Je peux vous dire qu'avant la colonisation, l'archipel des Comores constituait une entité unique et indivisible. Il y avait une culture organisationnelle qui était là, qui administrait les 4 îles, voire même plus. Il y a un autre témoin qui m'avait promis d'être là, j'espère qu'il sera de notre d'ici peu, puisqu'on est toujours en contact. Mais on partage de loin et de près la même vision des choses, que les îles Comores, normalement, ne se limiteraient pas seulement aux 4 îles et aux îlots qui sont là. Mais nous avons, par exemple, et là je ne souhaite pas ajouter un conflit qui est déjà là et que nous n'arrivons pas à trouver une solution efficace.
et définitive. Il y a l'île de Nosy-Be, la population qui est là est une population comorienne. Si vous y allez, moi je me suis allé, je me suis rendu en Alaska quand j'avais 19 ans, j'étais encore un petit jeune, un gamin, un petit, mais j'ai vu qu'à Nosy-Be, il n'y avait aucune différence entre la population de là-bas et chez moi, aux îles Comores, en Grande Comore plus particulièrement. Il y a également des petits îlots qui sont à côté de chez nous, et là, je ne voudrais pas développer des problèmes qu'on peut dire complexes, qui risquent de rajouter d'autres problématiques que nous n'arriverons pas ici à traiter. Mais je voulais dire tout simplement que les conséquences de cet éloignement sont dramatiques. Elles sont dramatiques puisque plus de 4000 morts dans nos eaux territoriales ont été enregistrées ces 10 dernières années, dû à un visa instauré par Édouard Balladur alors qu'il était Premier ministre de la France. Il y a également la démographie. Donc la population mahoraise change. Les Comoriens de 3 autres îles ne sont pas les bienvenus dans leur pays, à Mayotte, alors qu'on constate le contraire, que d'autres populations sont encouragées à venir s'installer définitivement. Donc, où en est-on? Qu'est-ce qu'on veut faire de Mayotte? Ce n'est pas quand même la politique d'une colonie de peuplement. Mais on constate également qu'il y a la culture qui change. La spiritualité qui fonde le socle de cette unité comorienne n'est pas partagée. Donc les liens sociaux commencent à disparaître. Moi, je peux vous dire qu'ici, j'ai des frères, ici en Europe, en France, particulièrement on dit des demi-frères. J'ai des demi-frères dans l'île comorienne d'Anjouan. Et quand je suis parti faire mes vacances au pays en 2005, je peux vous assurer qu'un de mes grands frères anjouanais a envoyé sa petite fille de 5 ans pour venir me voir. Je peux vous assurer aussi que j'ai des cousins qui sont à Moélie. J'ai des cousins qui sont à Mayotte. Et moi, je viens d'un tout petit village de l'arrière-pays, vraiment très très loin. N'en parlons plus à ceux qui sont dans les grandes villes, qui ont connu le monde, qui savent, qui ont l'habitude du voyage. Vous voyez, donc c'est vraiment un peuple uni par une langue, une culture, une croyance, mais en même temps par des liens sanguins. Je voulais être un petit peu clair là-dessus pour vous dire que le problème est complexe et sérieux et que si on laisse le temps passer, dans 50 ans, vous savez que 50 ans c'est toute une génération, 30 ans c'est déjà, les réalités vont vraiment changer. Et comme je travaille en rhétorique et en stylistique, vous le savez très bien que dans la juridiction, il y a 2 sortes d'arguments. Les arguments dits logiques et les arguments dits quasi logiques. Les arguments logiques sont ceux qui sont basés sur la structure du réel, donc souvent utilisés par les scientifiques, mais aussi par les philosophes, par exemple, pour asseoir leur vérité. Si vous prenez par exemple, très rapidement, le syllogisme, vous aboutissez très certainement à une conclusion, mais vraiment qui n'est pas paradoxale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour prendre un vocabulaire simple, qu'on ne peut pas contester. Mais les arguments basés sur une structure qu'on appelle en doxale, donc sur une doxa, on peut les changer. Donc dans 50 ans, on peut dire, mais tiens, j'ai vu telle chose à Mayotte, j'ai vu telle chose en Grande Comore, ce n'est plus semblable, ce n'est pas semblable. Donc c'est un autre peuple. Donc vous voyez, il faut aller vite. Je ne peux pas relire tout ce que j'avais préparé pour vous, mes chers amis, cher public, mais je peux vous dire que je veux procéder
à 3 étapes. Je vais dans un premier temps parler de la situation géographique des Comores et je passerai tout de suite à une explication brève de la question de Mayotte dans les instances internationales et sa gestion par les gouvernements respectifs. Et enfin, je proposerai à mon niveau un certain nombre d'éléments que je pense que ce sont les raisons profondes, réelles, cachées ou avouées, qui fondent le contentieux de Mayotte et en même temps proposer des solutions qui seront peut-être discutées ici. Donc pour la situation géographique, qui est mon premier étape, je vous renvoie à la page 4 pour gagner du temps du dossier de presse. Les îles Comores est un archipel constitué principalement de 4 îles, et je répète et j'insiste, principalement de 4 îles, que sont la Grande Comore, Gazidja, Moélie, Moali, Anjouan, Zouane, Mayotte, c'est-à-dire Maoré. Cet archipel se trouve entre l'Afrique et Madagascar. Je m'arrête là. Son peuplement est très ancien. Je souligne que la population comorienne s'est convertie à l'islam. J'espère que cela ne choquera personne. Chacun est libre de choisir sa croyance. A choisi d'embrasser l'islam dès le 9e siècle. Et je vous dis ça en connaissance de cause, puisque j'ai fait des études très sérieuses et poussées à l'université Al-Azhar, et j'ai accédé à une documentation, mais vraiment sérieuse, des grands penseurs et écrivains arabes des 9e, 8e siècles et même des siècles antérieurs. Je connais très bien l'histoire de mon pays. Donc, je vais passer directement à mon deuxième étape. Depuis l'indépendance des Comores, le 6 juillet 1975, c'est la proclamation d'indépendance, la question de Mayotte s'est posée. Comment? À travers un blocus d'une certaine partie de la population mahoraise qui a pris la population de Mayotte en otage. Les autorités locales du gouvernement naissant n'ont pas réussi à gérer la population comorienne de Mayotte. Ce qui fait que ce litige a été présenté dès l'adhésion des Comores aux Nations Unies. J'ai imprimé, et je vous engage vraiment, pour approfondir ce sujet, de visionner un petit peu de documents. Ils sont accessibles sur Internet. Les documents d'admission des Comores aux Nations Unies. Il y a eu plusieurs intervenants. Donc c'est la tradition, quand un pays membre vient au concert des nations, il est présenté, il est reçu. Je n'entre pas dans les coulisses puisque je suis un jeune étudiant et si son Excellence voudra bien nous parler un petit peu, ça sera son honneur de le faire. Mais ce que je vous dis, j'ai accédé à cette documentation, ce sont des documents accessibles à tous. Dès le premier temps, par exemple, Ahmed Salim a évoqué ce problème. Et les autorités françaises de l'époque, Giscard d'Estaing, en ont parlé. Ils ont donné des gages, mais vraiment clairs, que la France n'a pas intérêt à diviser, à balkaniser la République des Comores, puisque de toutes les façons, elle était une et indivisible. C'est le même peuple, même histoire, même contexte géographique, donc la France n'a pas intérêt à les diviser. Alors que dans la pratique, on a vu que les choses se sont passées différemment. Permettez-moi de lire un petit peu des textes, j'ai très peu de temps, il me reste quelques minutes, je devais passer. Je n'ai pas fait une conclusion, vous comprenez pourquoi? C'est parce que c'est un débat. Donc, il y a tout un texte. Salim Adjimidi a été là, donc je vais vous lire la question de Mayotte, comment elle a été traitée par l'ONU en 1967. Donc, ce contentieux figurait à l'ordre du jour
du 39e séance plénière qui a eu lieu le 21 octobre 1976. Voici ce qui en ressort. Rappelant que l'ensemble du peuple de la République des Comores, par le référendum du 22 septembre 1974, a exprimé à une écrasante majorité sa volonté d'accéder à l'indépendance dans l'unité politique et l'intégrité territoriale, considérant l'issue un certain nombre d'arguments ou bien des preuves qu'on appelle en rhétorique stylistique les états de cause. Donc, l'état de cause définitionnel, l'état de cause conjectural, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est qu'ils ont dit, l'Assemblée générale condamne les référendums, puisqu'il va bientôt s'agir d'un référendum à Mayotte le 29 mars, donc dans quelques semaines, pour départementaliser cette île, ce qui est injuste. Donc, ils ont condamné, c'est important de le dire, l'Assemblée générale de l'ONU condamne les référendums, puisqu'après le référendum de 1974, la France a organisé un catimini, un pseudo-référendum. Donc, ils condamnent les référendums organisés par la France en territoire comorien de Mayotte du 8 février et du 11 avril 1976 et les considèrent comme nuls et non avenus et rejettent toute autre forme de référendum ou consultation qui pourrait être organisée ultérieurement, retenez très bien, en territoire comorien de Mayotte par la France. Je vais aller très vite à la clause numéro 5, invite les États membres pour voir que les Comoriens nous sont victimes de notre gentillesse et peut-être de notre faiblesse aussi. Invite, nous sommes 1 million d'habitants, invite les États membres à apporter individuellement et collectivement une aide efficace à l'État comorien et à coopérer avec lui dans tous les domaines pour lui permettre de défendre et sauvegarder son indépendance et l'intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale. Cette clause-là, nos grands frères et prédécesseurs ont compris. À l'époque, il y avait un monde bipolaire. Il y avait d'une part les États-Unis et ses alliés occidentaux, mais il y avait en même temps la Russie, qu'on appelait le bloc de l'Est, avec les États du Sud, comme les nôtres. Donc là, la Russie était prête à intervenir avec le Cuba. Mais les autorités de l'époque ne jugeaient pas utile de sacrifier une amitié de longue date. Donc ce que nous ne comprenons pas, nous, comment se fait-il qu'une indépendance obtenue dans l'amitié et dans une ambiance de paix puisse orchestrer et engendrer des milliers de morts et un conflit qui ne se règle pas, qui ne se résout pas. Mes propositions, les motifs de cette occupation, est-ce que j'ai encore 2 minutes, sont les suivantes, à mon avis. 1. Le déplacement, vous savez, la colonisation a besoin de la main-d'œuvre. Donc, le déplacement de la capitale de Mayotte, parce qu'avant, les Comores n'étaient pas tous colonies françaises. Donc, le déplacement de la capitale de Mayotte à Moroni, en Comores, chose qui a été faite au moment de la colonisation. Deuxième élément, à mon avis, le devenir des personnes, je ne dis pas individus, je suis respectueux vis-à-vis des personnes humaines, des personnes introduites à Mahorais par l'administration coloniale afin de travailler dans les champs, les sociétés, la petite administration et dans le commerce. Ces personnes ne partageaient pas la même culture que les personnes, les autochtones, alors qu'ils voulaient rester à Mayotte. Donc, ils se demandaient qu'allait-il devenir une fois les colons partis. Vous comprenez? Troisième élément, à mon avis, le comportement irresponsable, je m'en excuse, de nos gouvernements successifs. Parce qu'aucun gouvernement n'avait une position claire et ferme vis-à-vis de cette question. Quatrième élément, des raisons économiques et stratégiques. Vous savez, nous sommes dans l'océan, donc la pêche artisanale, que je ne développe pas, la pêche artisanale qu'exercent les Comoriens n'est pas l'équivalent de la pêche industrielle
que peut faire la France ou que peut autoriser la France à des pays comme le Japon ou les États-Unis ou d'autres pays européens. Vous comprenez très bien que l'exploitation des ressources naturelles, les richesses là-dedans, la France a intérêt à y rester. Les taxes prélevées, nous sommes dans le carrefour du commerce international. À un certain moment, comme j'étais en Égypte, la mer Rouge a été fermée et tous les grands bateaux pétroliers et les navires de commerce passaient et continuent de passer par les Comores. Donc les taxes et les prélèvements sont faits et rentrent dans les caisses de la France. Stratégique, la France a besoin de contrôler ce passage. Mes propositions sont les suivantes, et je vais aller vite, et je n'ai pas de conclusion, si tu me permets. Je vais aller en 1 minute. Voilà. 1. Il faut une volonté politique ferme et claire pour demander à la France de nous laisser en paix. Deuxième élément, éveiller la conscience comorienne en permettant aux artistes, comme ça a pu être le cas lors de la Révolution, de parler de Mayotte, permettre aux imams d'en parler dans les prières de vendredi, dans les grandes occasions, dans les rencontres, permettre également aux jeunes et surtout inciter les écrivains comoriens et toutes les personnes, les hommes et les femmes de bonne volonté qui souhaitent que cessent les discriminations, les injustices et les massacres organisés, de publier des livres et même des articles. Le gouvernement comorien peut acheter des tribunes dans des pays francophones, arabophones, lusophones et francophones pour parler de cette question, afin que l'opinion publique, je pense, la France profonde, et j'ai une grande expérience de la différence qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Souvent, les gouvernants ne sont pas au courant de ce que font leurs gouvernés. Je peux donner un petit exemple, et là je vais te prendre 30 secondes. En tant que président de l'association des étudiants africains de la Sorbonne et membre du conseil parisien de la vie étudiante, je me suis mis à recenser tous les problèmes que rencontrent les étudiants étrangers. J'ai constaté qu'il y avait deux qu'il fallait vraiment s'en attaquer. Premier élément, tout dépend de l'argent. Vous savez, on corrompt, on manipule, on tue par l'argent et pour l'argent. Si vous travaillez, vous pouvez avoir l'argent. Les étudiants étrangers non communautaires étaient obligés de demander une autorisation qui s'appelle autorisation temporaire de travail. Et là, c'est toute une tonne de papier qu'il fallait collecter pour aller demander cette fameuse sésame. Et le temps qu'un employeur va mettre pour attendre un étudiant qui va venir avec ce papier, il peut embaucher quelqu'un d'autre. Donc il y avait une discrimination. En tant que conseiller de Paris, je demandais à David Assouline, qui était à l'époque l'adjoint au maire de Paris chargé de la vie étudiante, de s'attaquer à cette question. Il m'a dit oui, mais là, vous voyez, à Deramat, je serais obligé de travailler avec un gouvernement de droite. Mais si c'est pour arranger des milliers d'étudiants, je suis prêt à le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une rencontre entre moi et les autres conseillers de Paris, étudiants, avec le ministère du Travail, de la main-d'œuvre étrangère, et où on a cassé ce fameux mécanisme. Aujourd'hui, on est dans une phase d'une déclaration temporaire de travail. C'est pour dire qu'il faut que la France profonde, c'est-à-dire les citoyens ordinaires, sachent ce qui se passe, ce qui se fait au nom de la France. Un pays qui aime la liberté. Je vais conclure. Je proposerai également, puisque la France a intérêt à rester, les Comores n'ont pas le moyen de contrôler, ni d'organiser une pêche industrielle, ni de créer des sociétés pour faire le sel. On importe du sel alors que nous sommes dans l'océan. On peut créer un observatoire pour travailler là-dessus. Je suis lobby un petit peu, c'est la raison pour laquelle. Voilà, donc je vais arrêter là. Je suis prêt au débat. Je ne suis pas un fin connaisseur de cette question, mais je pense que vous tous, chacun, a des connaissances, a des suggestions à apporter. Voilà, je vous remercie. Merci à Abdelrahmane Aboubakaraki pour cet exposé brillant, passionné et enflammé. Donc je rappelle juste les questions qui ont été, les exposés qui se sont passés ce matin. On a eu avec Amadou Sita, la présidente de la 16, avec Abdelrahmane, on vient d'avoir
débat que je vais lancer tout de suite ouvert va porter ses fruits à travers vos témoignages, vos suggestions, vos solutions. Je vous laisse la parole. Si quelqu'un veut s'exprimer. Je ne sais pas si... Parce que comme vous le savez, pour ce qui vient d'arriver, on a eu un gros problème de logistique. La Sorbonne, celui qui s'occupe du service audiovisuel, devait installer tous les micros, le projecteur, tout ça hier. Malheureusement, la Sorbonne était fermée, donc ils n'ont pas pu y avoir accès. Donc on se débrouille avec ce qu'on peut. Et malheureusement, je ne suis pas sûre que les fils des micros soient assez longs pour traverser les fils. Donc si vous avez une voix qui porte, alors là, tant mieux. Sinon, on essaiera, vous pourrez peut-être venir jusqu'ici. Je vous en prie, monsieur. Bonjour. Je vais intervenir. Je vais juste vous demander de vous présenter, ça me dérange pas. Voilà, c'est Abdoulaye Maïcha des Comores. Je vais intervenir un petit peu pour compléter ce que vient de dire mon frère des Comores. Bon, sur la déstabilisation et la gentillesse du gouvernement comorien et des Comoriens par rapport à la France. Bon, parce que bon, nous, on a été colonisés depuis 1800 jusqu'à 1974, où la France nous a soumis un référendum pour demander si nous voulons ou non rester avec la France ou prendre notre indépendance. Bon, la réponse a été catégorique à 97% pour la population qui a voté oui à l'indépendance. Seule une majorité des Mahorais, qui constitue une minorité de la population comorienne, qui a voté contre. Mais cela ne suffirait pas à la France de ne pas accepter l'intégralité du résultat, parce que la question a été posée une fois pour toutes pour la communauté comorienne. Donc la réponse doit être traitée d'une façon globale, ce qui n'a jamais contesté au niveau des Nations Unies, quand la France les Comores ont été acceptés comme étant membres de l'ONU. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? 30 jours, parce que bon, la France avait 6 mois quand même de réflexion pour dire oui à l'indépendance des Comores, pour valider le référendum de 1974. Il n'a pas répondu dans les délais et le gouvernement comorien, notamment le président Abdallah, a décidé avec le parlementaire comorien de déclarer une indépendance unilatérale. Ce qui n'a pas plu la France. Qu'est-ce que nous avons vu? Clac, 30 jours après, la France nous a claqué en faisant le premier coup d'État qu'il a organisé. J'ai un document qui montre comment ce coup d'État de 1975 qui a été organisé par le réseau France-Afrique de l'Élysée et que M. Bob Denard a été envoyé officiellement pour aider le président Ali Souali à faire le coup d'État. Ce qui est paradoxal à tout ça, c'est que bon, c'est un coup d'État civil. 9 personnes ont réussi à dire c'est un coup d'État, le coup d'État est passé devant le service de renseignement français qui était là, devant les légionnaires français qui étaient là. Ils n'ont rien dit, ils ont accepté qu'Ali Souali fasse le coup d'État parce que c'est la France qui l'a organisé, parce qu'il n'a pas aimé que les Comoriens prennent leur indépendance. Qu'est-ce que nous avons vu? Ali Souali, une fois arrivé au pouvoir, il était encore en désaccord avec la France. Parce que bon, la France a voulu annexer Mayotte et l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc la France aussi n'a pas aimé le comportement d'Ali Souali en voulant réclamer Mayotte. Et 3 ans après, ils ont envoyé le même Bob Denard pour faire un coup d'État et l'assassiner. Abdallah est resté avec ses mercenaires sous l'accord de la France. Pendant 10 ans, Abdallah s'est rendu compte que les mercenaires aussi ne sont pas aimés par le pays. Les mercenaires ne sont pas les bienvenus. Ils bouffent l'économie de la nation. Abdallah a été vraiment mis à l'écart par la population. Il était dans l'obligation de dire non aux mercenaires français. Écoutez, il faut que vous quittez le gouvernement. Maintenant, je ne vais pas renouveler le contrat. Ce qui n'a pas plu aux mercenaires. Et Ahmed Abdallah a été assassiné en novembre 89. Par le même Bob Denard. Par le même Bob Denard. Et Bob Denard, il n'a jamais été jugé jusqu'à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, la France vient encore une fois de décider un référendum à Mayotte. Le
référendum qui est contesté par l'ONU depuis l'adoption, mon collègue l'avait dit, mais la France en tant que pays membre de l'ONU, pays membre du Conseil de sécurité, il continue toujours à faire que l'ONU ne peut pas imposer une loi, l'ONU c'est pas un pays que la France peut accepter d'appliquer sa résolution. Donc enfin je vais dire que bon, c'est vrai que bon, il faut qu'il y ait une volonté ferme du gouvernement comorien à dire aux autorités françaises qu'ils nous laissent en paix et qu'ils nous laissent tranquilles chez nous. On aime bien la France, mais on la respecte et notre gentillesse ne doit pas être un motif pour nous éliminer. Merci. Je vous remercie. Voilà. Alors, nous allons donner la parole à M. Salim, ensuite à Robert Foupa. Et puis, deuxième excuse, c'est que j'ai cru comprendre que, étant donné que je suis arrivé pour le deuxième point, il y aurait davantage à laisser à ceux qui avaient intérêt à traiter le premier point, passer avant nous. Mais Abdullah, il est allé un peu trop vite. Et ça, c'est donc pour les excuses. Je crois que j'ai eu tort d'avoir laissé Abdullah parce que Abdullah étant d'une autre génération, il a eu une réaction assez noble et puis une réaction digne de sa génération. Mais pour le cas des Comores, je crois que pour arriver à comprendre les conclusions de l'intervenant Abdelrahman et pour l'auditoire français et l'auditoire africain, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu un retour en arrière sur 3 points. Il y a la géographie, il y a l'histoire. Et puis, il y a la colonisation et puis la décolonisation. Parce que le cas des Comores est un cas unique au point de vue géographique, historique et culturel pour tout ce qui relève des doctrines de colonisation et de décolonisation de la part des Européens. Ça, c'est un cas unique. Parce que l'État africain, dans sa vision actuelle, dans ses paramètres actuels, est une émanation des administrations coloniales. Ça, c'est quelque chose de basique qu'il faut absorber lorsqu'on a à traiter des sujets que le premier intervenant qui traitait de la Casamance. Parce que la question de la Casamance, comme d'autres questions d'Afrique, doit subir une dynamique créée de toutes pièces fictives, certes, mais c'était pour préserver l'avenir de l'Afrique. Parce qu'en 1960, c'était cette fameuse déclaration universelle des Nations Unies qui devait donc fixer le cadre des frontières héritées de l'administration coloniale. C'était en 1960. Pourquoi? Il y avait 2 facteurs. Le premier facteur majeur, c'était la France toujours, au moment où De Gaulle avait déjà en tête l'idée que la France ne pouvait pas s'entêter à s'approprier l'Algérie sous prétexte que l'Algérie était française, parce que De Gaulle savait que si l'Algérie allait être française, dans peu de temps, il y aurait un président de la République qui s'appellerait M. Mohamed Couscous, par exemple. Et que Colombie, les 2 églises, serait Colombie, les 2 mosquées. Mais en préparant l'opinion française à l'inévitable de la sortie de cet imbroglio français en Algérie, certains nostalgiques de l'Empire avaient toujours, comme ce sera le cas des Comores, avaient toujours cette idée que, mais de toute façon, comme c'est inévitable, on devra sortir, mais il faut s'accaparer du Sahara. Parce que c'était l'Algérie utile. Le Sahara devait rester français. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il y avait Sékou Touré, en 1958, qui avait déjà dit non, alors que tous les francophiles de la communauté française, qui étaient quand même des gens de très grande valeur, Senghor en l'occurrence Houphouët-Boigny, pensaient devoir accompagner la France dans cette mécanique. Mais Sékou, avec son verbe, avait dit non, il faudrait, au-delà de l'Algérie, il faudrait qu'on pense à nous-mêmes. Parce que l'Afrique est menacée de désintégration au lendemain même de l'indépendance. Le cas du Congo
avait déjà précédé le Katanga et le Mumba et tout ça. Donc cette doctrine de la décolonisation a été imposée comme doctrine centrale des Nations Unies, non pas pour donner raison ou tort aux revendications légitimes qui pouvaient relever justement de l'ethnicité et même d'autres facteurs. Donc, mais le cas des Comores n'obéit pas du tout à cette logique. Les Comores ont été constitués indépendamment de l'arrivée des Européens, indépendamment des Portugais, parce que c'était les Portugais au XVIe siècle qui avaient ouvert cette voie des épices, comme aujourd'hui c'est la voie du pétrole. À l'époque, les épices avaient autant de valeur que le pétrole a aujourd'hui pour ce qui est du marché et la consommation en Europe. Donc, les Comores avaient existé en tant qu'entité géographique, historique et culturelle. Les archéologues, aujourd'hui, ont déjà établi une histoire de 3000 ans, donc 1000 ans avant l'avènement de Jésus. Et la tradition comorienne la tradition orale a toujours conservé dans ses mémoires ses origines mythiques par rapport au royaume de Salomon et la reine de Saba. Ça, c'est quelque chose de très fort chez les Comoriens. Ils ne se représentent pas comme d'autres entités du continent. Ils se rattachent à ce qu'ils appellent Ahl al-Kitab, les gens du livre. Donc il y a toujours cette notion de métissage sémitique bantou qui constitue un peu le psyché des Comoriens. Donc, lorsque les géographes arabes, excusez-moi, je suis sorti de la géographie, j'ai rentré un peu dans l'histoire. Donc les géographes arabes, quand ils ont signalé ces îles qui étaient volcaniques, parce que géographiquement, les îles Comores, c'est une émergence volcanique. Est-ce que je peux traduire les îles Comores, c'est un nom arabe? C'est ce que j'allais dire. Là, tu veux m'enlever quand même un part belle. C'est important. Parce que comme c'était des îles volcaniques, à un certain moment d'une certaine époque, les cratères avaient quand même ces auras. Comment on appelle ça? Les cratères, soit sur le point d'une éruption, soit menaçant une éruption, faisait sentir aux géographes que c'est un pays qui avait plusieurs lunes en même temps. Donc les géographes avaient désigné ces îles comme Juzur al-Qamar, les îles de la Lune. Et que la Lune avait une spécificité comorienne de pouvoir se refléter sur plusieurs dimensions en même temps. Voilà. Mais cela n'a pas suffi que les Comores aient connu donc, son identité historique et géographique à cette époque, parce que c'était 10e, 11e siècle, Al-Massoudi et les autres, n'est-ce pas? Mais lorsque les Portugais sont arrivés, qui étaient les premiers donc, européens, mais avant les Portugais, il y avait Ibn Battuta. Ibn Battuta au XIVe siècle, lorsque Ibn Battuta il a fait un déplacement de Tanger à travers le monde, qui avait pratiquement triplé le trajet que Marco Polo avait fait. Donc Ibn Battuta de Tanger, pour aller à la Mecque, il a dû faire tous les états du bassin sudano-sahélien, mais à un moment donné, il s'est trouvé dans la nécessité de faire la côte de l'Afrique de l'Est. C'est Ibn Battuta qui a été le premier à désigner cette civilisation comme étant Bilal el-Sawah, les gens de la côte. Donc les Comores font partie de cette entité culturelle du monde swahili. Et donc Ibn Battuta de la Somalie jusqu'à Kilwa, et en regardant vers l'est des Comores et Madagascar, donc il y avait ces légendes des îles de Wak-Wak. Par exemple, dans les histoires de Mille et une nuits, vous trouvez toujours des passages qui désignent ces îles un peu plus ou moins bizarres, où les créatures sont un peu, d'une certaine façon, un peu fantasmagoriques. Donc les Comores feraient partie de ces représentations, de ces figures un peu hors normes, n'est-ce pas? Donc ça aussi, chez les Comoriens, c'est quelque chose de très fort, parce que eux, ils se disent, et ils n'ont pas de complexe, ils disent qu'ils descendent d'abord des armées de Salomon, mais aussi avec les esprits, parce que les djinnis, la notion de djinni chez les Comoriens est une notion forte. Ils se disent à la fois humains, enfin descendants des humains et des djinnis, parce que le prophète Salomon avait la puissance de pouvoir envoyer ces djinnis et pour les courses, quoi. Et puis la reine de Saba intervient
Parce que lorsque la reine de Saba se soumet à la volonté de Salomon pour entrer dans le monothéisme, il fallait que le règne de Saba soit dépouillé de symbolique de son règne. Donc, soit son trône, soit la bague. Et on dit toujours que la bague et la trône de reine de Saba a été engloutie dans ce grand cratère qui est toujours en activité. Ça, c'est la petite histoire. Alors, maintenant, on entre dans le cadre de l'arrivée des Européens. Les Portugais, pourquoi ont-ils abandonné les Comores? Parce que les Portugais étaient un petit peuple qui devait avoir une sécurité maritime à travers les forteresses. Donc, les Comores étant éloignés, ils se sont concentrés à détruire tout ce qui existait avant, de Kilwa jusqu'à Aden, n'est-ce pas, maître? Hein? C'est-à-dire que les Portugais avaient pour vocation de détruire tout ce qui ressortait de la civilisation, de l'architecture, de l'organisation urbaine de ces Noirs qui se prenaient pour des égaux des Blancs et qui avaient en plus, et peut-être en pire, la foi musulmane. Et donc les Portugais avaient commencé à une destruction massive et systématique de tout cela pour raser complètement, pour instaurer leur aventure. Alors c'est à ce moment-là que tous les princes et les oulémas, c'est-à-dire les savants, les lettrés de la côte, au lieu de retourner en Arabie ou en Perse, étant déjà indigénisés, étant déjà africanisés, ils ne pouvaient plus retourner à leur pays d'origine. Ils ont trouvé refuge là où les Portugais ne pouvaient pas s'intéresser. C'est ainsi que l'histoire des Comores commence à s'institutionnaliser à travers des structures assez complexes et puis assez colorées. Vous allez aux Comores, vous trouvez des gens qui s'habillent à des manières les plus fantaisistes, faire les robes dorées avec les turbans, avec les coutumes ostentatoires, ils aiment l'or, ils aiment tout ça. On finit avec cet aspect. Les Français arriveraient bien après. Donc les Portugais, l'époque portugaise sera mise en quarantaine par les Arabes d'Oman, et puis les Hollandais, les Anglais viendront. Mais les Français venaient de subir la défaite historique avec la victoire de Waterloo. Et Napoléon étant devenu le prisonnier des Français, les Britanniques avaient une hégémonie dans cette région, et pour ne pas trop froisser la sensibilité des Français, en tant qu'un pays chrétien, ils ont rétrocédé aux Français l'île de la Réunion pour qu'ils ne se plaignent pas trop. Mais tout ce qu'on parle de l'esclavage sur l'Afrique de l'Est n'est pas une invention, contrairement à ce qu'on a, la doctrine officielle occidentale a construite jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une affaire de l'esclavage par les Arabes. L'esclavage est une institution endogène dans toutes les sociétés. Bien avant les étrangers, les Africains pouvaient toujours avoir des castes et des couches serviles. Donc ce ne sont ni les Européens ni les Arabes qui ont introduit l'esclavage. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais c'était les possessions françaises, anciennes possessions françaises, ce qu'on appelle les mascareignes, les Seychelles, l'île Maurice et la Réunion, qui étaient interdits de perpétuer le commerce d'esclaves en tant que nation européenne. Les Anglais se sont arrangés avec les Omanais pour que Zanzibar puisse servir du marché d'esclaves, mais surtout en exportant vers les îles de plantation, françaises. Donc ça aussi, c'est des mythologies qui ont été construites pour semer la confusion. Alors les Français héritent donc de cette manne que les Anglais leur ont accordée, et étant donné que les Anglais, à l'époque c'était avant Suez. Avant Suez, c'était les Comores qui avaient une position stratégique pour tout ce qui allait vers l'Inde, les Indes, machin. Alors, excusez-moi, parce que c'est pourquoi je me suis dit peut-être qu'il est tort de ne pas venir assez tôt, parce que lui, il parle de la dernière phase, alors que les rapports entre les Comoriens et les Français, pourquoi sont-ils tellement émotifs et conflictuels? C'est qu'au départ, les Français n'avaient pas conquis les îles. Les îles
les 3 autres îles de Mayotte se sont mis sous la protection des Français, n'ayant pas, donc il y avait un régime de protectorat. Mais à Mayotte, qui constitue le contentieux et le nœud de différents, à Mayotte, il y avait un roi usurpateur, fugitif de Madagascar, qui s'est trouvé d'abord en tant que serviteur du roi autochtone et qui par la suite l'avait l'étranger, enfin le roi étranger avait renversé le roi autochtone qu'il avait accueilli. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les Français ont pactisé avec l'usurpateur pour établir le roi sur le sol de Mayotte. Mais c'était un roi qui de toute façon n'avait pas un bail très long, puisqu'il avait toute une population contre lui. Vous voyez? Donc pour conclure maintenant, ce qu'il a dit tient la route, et pour ce qui est de l'admission des Comores aux Nations Unies, il n'y avait pas seulement la doctrine de l'intangibilité du territoire, mais il y avait aussi le souci de préservation et conservation d'une entité qui a existé à travers des siècles et à travers des millénaires. Merci. Merci Salim Hadji pour ce rappel historique. Et là, je reprendrai Soudiata et Bébé Mandel justement avec Djibril Tamsirian qui disait que j'ai enseigné à des rois l'histoire de leurs ancêtres afin que la vie des anciens leur serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Et justement, c'est justement ce que vous avez montré, Salim Hadji. Alors, je vois beaucoup de mains qui se lèvent, mais je crois que j'avais promis la parole à Robert Fouba. Et je vais juste dire que je vais vous donner peut-être 5 minutes maximum parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'intervenir et si vraiment on s'étale, là il y en a beaucoup qui risqueront d'être frustrés. Donc vous avez de 1 à 5 minutes. Bonjour à tout le monde. Je vais peut-être 2 minutes. Je vais reprendre ce qu'a dit l'éveil de conscience. Cet éveil de conscience suggère que nous puissions, chacun d'entre nous, qu'on puisse comprendre et le rappel historique vient à propos, de manière à ce que tout le monde puisse être situé sur la même longueur d'onde, sur les enjeux qui font que les êtres sont appelés à vivre ensemble. J'ai entendu parler de l'indépendance par l'amitié. Mais attendez, qui est l'ami de qui? Mais personne n'a jamais été l'ami de personne. C'est des intérêts. C'est des intérêts qui ont mis les uns et les autres ensemble. Donc c'est des enjeux économiques, politiques, qui a été à l'origine, n'est-ce pas, des conflits. Et Aberman, il a repris en parlant de ce qui nous régit, les étudiants africains ici. Quand on arrive ici, quand moi j'arrive ici, j'ai eu l'autorisation provisoire de travail. Donc c'est ça. Il a parlé de qu'est-ce qui réunit les gens, c'est l'argent et le pouvoir. Donc on n'a jamais vu une indépendance par amitié. C'est vrai que nous sommes toujours poursuivis par nos origines socio-culturelles. Et comme disait l'autre, l'émotion est belle et la raison continue. Non, mais c'est pour dire qu'à partir du moment où tout le monde est sur la même longueur d'onde par rapport aux enjeux qui les mettent ensemble, alors on peut aller au carrefour du donner et du recevoir. Et c'est juste ce que je voulais dire, parce qu'on en parlera davantage. Je crois que les choses doivent se situer au niveau où tout le monde est au même niveau d'information sur les enjeux qui mettent les gens ensemble. Merci. Oui, tout à fait. Mais tu peux m'arrêter parce que moi je parle beaucoup. Oui, mais je te donne 2 minutes. D'accord, très bien. Tout d'abord, le premier intervenant a dit là, je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu parles du contexte historique, géographique qui fonde notre unité nationale. Par contre, tu me permettras
d'être en désaccord avec toi pour une chose. La question d'Ali Soili et la révolution. C'est vrai, Ali Soili a commis une faute grave en pactisant avec le diable pour faire un coup d'État aux Comores 29 jours après l'indépendance. Mais moi, en tant qu'étudiant de lettres, je peux vous dire une chose. C'est que dans les ouvrages, tu sais, on dit tout et n'importe quoi. Dans les ouvrages que j'ai lus, j'en ai lu un dans le théâtre, si je me rappelle, et la conclusion était que c'est une double joie d'avoir trompé le trompeur. Donc, je crois qu'Ali Soili a fait ça, et je peux vous rappeler qu'Ali Soili a pactisé avec le diable, mais quand il était président de la République, il n'a jamais quitté les Comores. Il est resté. C'est Salim qui partait. Parce qu'il savait qu'il a signé quelque chose qu'il ne croit pas, mais il fallait vraiment le faire. Je vais vous lire ce qu'il a dit à propos de la question de Mayotte, et c'est une chose qui n'a jamais été dite, qui n'a jamais été dite par aucun de ses successeurs. Il a dit, et ça c'est dans les ondes nationales, la France est devenue partie prenante, il est question de l'île de Mayotte, il est devenu partie prenante parce qu'elle parle d'organiser des consultations sur une partie de notre territoire national au mépris de notre souveraineté. Elle est partie prenante parce qu'elle sait que nous sommes économiquement faibles et qu'elle conditionne la coopération au démantèlement de notre peuple et de notre parti bien-aimé. Elle subordonne l'aide qu'elle peut nous apporter et à laquelle elle nous a du reste habitués au dépaissage de notre pays, alors qu'elle sait pertinemment que l'intégrité du sol de nos ancêtres ne peut pas et ne doit pas être négociable. Donc Ali Soili était vraiment ferme là-dessus. Les artistes comoriens étaient engagés. Les imams, ils poussaient les imams qui étaient contre eux. J'ai dit un mot à Salim Adjimi. Ali Soili avait organisé un concours aux ulémas. C'est mon père qui était le premier. Donc je suis le fils de Cheikh Aboubacar Hakim. Ça, il ne le savait pas. Bon, deuxième élément. J'ai su le parcours de rhétorique. Vous savez, ça a commencé en Grèce, pardon. Donc, Corax et Tisias, c'était donné une compromis. Si tu apprends l'art de bien parler, je te paierai. Mais au final, il s'est passé des choses. Donc, par contre, j'ai souscrit, je vais conclure très vite, pour mon grand frère, Cheikh Salim Adjimi, je suis tout à fait d'accord avec lui concernant le passage qui décrit l'aspect social des Comores. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et vous comprenez, si les connaissances que j'ai de la religion musulmane, donc qui est une religion sérieuse, qui est au même titre que les religions chrétiennes, les catholiques et juifs. Donc, aucun lien de parenté n'existe. Il ne pourrait exister entre l'homme et les djinns. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Bon, je ne fais pas la représentation. Si vous voulez, d'accord. Vous ne pouvez pas dire que les Comoriens se projettent dans ce mythe et les gens. Et c'est une oui, sociétale. Moi, je n'adhère pas à cette vision du Comorien. La représentation d'eux-mêmes par les Comoriens est un élément essentiel qui explique leur comportement. Mais moi, je ne souscris pas personnellement. Grâce à la Soudan. D'accord. Merci. Alors, je vais procéder par rapport à ceux qui ont levé la main en premier. Et puis, il y a deux personnes qui vont passer avant toi, si ça ne te dérange pas. Je vais passer la parole à M. Babadi et ensuite à... Babadi est très impliqué dans ces questions, donc c'est un fin connaisseur de la société civile comorienne. Bonjour, donc je m'excuse pour le retard, j'étais sur un autre chantier. Je m'appelle Mabadi Ahmed Ali, donc je suis militant anticolonial. Mon intervention ici, c'est évidemment d'apporter des éclairages par rapport au conflit franco-comorien sur l'île, sur l'occupation de l'île de Mayotte. On est en conflit, donc c'est un constat. Maintenant, il faut faire un certain nombre de choses.
Alors, ce que je vais faire devant vous, c'est apporter les clés de lecture des militants anticoloniaux côté comorien et sa base élargie. Et ensuite, je vais verser un certain nombre d'actions, puisque dans tout ça, il faut agir et il faudra faire reculer ce que je qualifierais de l'ennemi, parce qu'il nous empêche dans notre liberté. Alors, en tant que structure, nous avons commis un mémorandum, je vais vous en lire l'accroche, une petite demi-page. Aux citoyens français et européens, savez-vous que depuis plus de 33 ans, la France ne respecte pas le droit international en occupant illégalement les Comoriens de Mayotte, refusant à ce sujet de se conformer à la charte de l'ONU et à la vingtaine de résolutions votées contre elle. Nous vous appelons à vous informer, à prendre position et à agir avec nous pour que la force du droit triomphe sur le droit de la force. Et c'est des documents que je verse à l'association. Je vous dirai en conclusion pourquoi. Notre clé de la lecture, c'est de la manière suivante. La partie comorienne est évidemment mobilisée depuis un certain temps. Si nous hiérarchisions en plusieurs étages, notre propos en tant que citoyens, c'est de faire une pression sur les politiques pour qu'ils agissent. De quoi il s'agit? Il s'agit du droit international qui est bafoué. C'est donc le rôle de nos dirigeants d'agir en conséquence et de crier haut et fort pour avoir le soutien des instances internationales, ce que je viens de lire là et que mes prédécesseurs ont certainement bien éclairé. Il faut que ce droit soit respecté. Alors, côté comorien, on a un président qui est un président purement africain, c'est-à-dire, il dit, c'est un peu la guerre de la salive, il dit, mais on ne voit pas. Il était récemment aux Nations Unies et on ne l'a pas vu faire une déclaration claire pour demander aux instances internationales d'intervenir pour que la France respecte ce à quoi elle doit se soumettre. Donc, on a essayé d'agir en France, puisque c'est au nom des citoyens français, bien entendu, que les autorités sarkoziennes font n'importe quoi dans l'océan Indien. On n'a pas, c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup suivi des faits. Récemment, il y a eu un débat parlementaire, on peut les citer. Il y a eu une prise de position très claire et nette du Parti communiste français que je salue ici devant vous. On a fait un certain nombre d'actions derrière et qui ont été appuyées par les vrais anticolonialistes politiques de ce pays, à savoir le nouveau parti anticapitaliste, anciennement LCR, la Ligue ouvrière, etc. Donc, dans ce pays, il y a une gauche qui est clairement anticolonialiste, ce qu'on appelle l'extrême gauche, et une gauche mouvante au milieu qui est, au fond, colonialiste. Donc c'est un message que je voudrais que vous remontiez à ces personnes qui font la France-Afrique, qui font de la colonisation dans les trois mers. Ensuite, nous, on a notre point d'attaque qui est les médias, parce que puisque les dirigeants de ce pays ne sont pas poussés par la législative, donc on passe par les médias pour faire pression. C'est pourquoi on a organisé des colloques. On organise prochainement une conférence de presse le 24 mars pour toujours signifier une chose très précise, c'est que ce référendum est nul et non avenu au regard du droit international et donc ça sera un conflit permanent tant que les autorités françaises, c'est-à-dire le colonialisme d'État français, ne revient pas dans des rapports normaux sur le plan du respect des peuples à disposer de leur avenir et à construire. Nous avons une dernière étage qui est vous et moi, c'est-à-dire les citoyens. Nous, on a, je dirais, notre voix pour crier. C'est pour cela que le 14 février dernier, nous avons organisé
la partie comorienne un colloque qui est dans le dispositif suivant. Nous déclarons la solidarité de tous les peuples colonisés, c'est-à-dire que nous avons, moi là, en tant que Comorien, j'ai le même sort que le Guadeloupéen qui crie pour ces raisons, mais la raison fondamentale, c'est le non-respect de la dignité humaine, c'est-à-dire une espèce de prolongation à travers les siècles de cette mentalité d'esclavage qui fait que le Guadeloupéen n'est jamais véritablement l'égal du français, qu'on appelle d'ailleurs le français suchien. Il en est de même du Kanak. Il en est évidemment de même des Mahorais qui sont illusionnés. Aujourd'hui, je donne une information, il y a eu un des responsables mahorais qui a fait du tapage ici dans les différents hémicycles pour aller très rapidement vers la départementalisation forcée de l'île de Mayotte. Et dans le même temps, en ce moment précis, il y a 3 jours, il fait une déclaration en allant en visite en Kanaki pour dire « Ah, mais vous êtes dans un pacte qui est idéal pour nous à Mayotte. » Ça veut dire qu'il est en train de dire exactement que ce processus de départementalisation d'un peuple qui n'est même pas véritablement consulté, hein, les cartes sont complètement brouillées, il est en train de dire que, en fait, ce qu'il aurait préféré, c'est un processus qui l'amène à une certaine indépendance. C'est le cas des Kanaki aujourd'hui. Donc, par rapport à cela, ce que je dis, c'est qu'il y a une solidarité. La France veut occuper les 3 mers, océan Indien, océan Atlantique, océan Pacifique, au nom de sa grandeur. C'est le renversement, il est unique, c'est dans la solidarité de tous ces peuples occupés qu'il faut renverser la crête pour dire que non, nous on est solidaires, on ne peut pas nous faire 36 statuts nous diviser. On est évidemment solidaires avec, dans le processus de la lutte, bien entendu, contre la France-Afrique. Et on est enfin solidaires, je vais finir là-dessus sur un certain nombre d'actions, on est évidemment solidaires en tant que militants anticolonial à l'échelle, je dirais, internationale. Pourquoi? Parce que le référendum, le mémorandum, mauvais lapsus, que j'ai versé là, il a été signé par des politiques, PCF, NPA, etc., Parti vert, mais il a été surtout porté par des organisations anticolonialistes de ce pays qui sont Survie, Attaque, CIMAD, le MRAP éventuellement, le collectif France Fanon, AFASPA et j'en passe. Merci, monsieur Oulamadi. Je voudrais conclure, excusez-moi, petit débordement. Il y a 3 actions. Voilà. Donc, une minute de conclusion, s'il vous plaît. Parce que je ne veux surtout pas avoir à vous arracher le micro. Si, il y en a beaucoup qui ont envie de parler et si on garde le micro, malheureusement. Donc, la dernière minute, parce que là, vous me l'avez consommé. Donc, il y a des actions déposées. Ce mémorandum est disponible. Je vais vous l'envoyer sur votre blog pour que les gens qui veulent signer en tant que structure le soutiennent. Première action, il y en a 3 au total. Nous avons acté une journée carton rouge contre l'État français colonialiste qui aura lieu donc le 28 mars prochain à la place de Trocadéro, rendez-vous à 14h. Et dernière chose, on a un blog, donc je vous communiquerai pour compléter l'information. Et enfin, on a une conférence de presse et je vous passerai les indications, c'est pour le 24 mars prochain. Merci, monsieur Mamadi. Oui, donc oui, excusez-moi, une intervention très rapide pour dire, vous avez parlé de survie. Bon, c'est une association. Ah bon, d'accord. Mais pour l'action survie est là, je vous demande de communiquer un URL. Je vous demande de communiquer un URL de pétition, c'est le mieux pour vous en parler. Voilà, merci. Alors, je vais juste. Parce que tout à l'heure, merci beaucoup. Parce que tout à l'heure, dans le discours général, je parlais justement du respect. Il y a évidemment le respect de l'autre, le respect du Dieu, mais aussi
Zaki Youssoufou, je suis le président de la Confédération étudiante, qui est un syndicat étudiant français, hein. Ne vous y trompez pas. C'est un syndicat qui a été créé en 2003 et, parce qu'on considérait que les syndicats classiques qui nous représentaient, soit ils avaient des liens plutôt patrimoniaux très forts avec les partis politiques et ils oubliaient d'aller à l'essentiel. Or, les différents exposés qu'on vient d'entendre nous montrent que la politique soit de gauche comme de droite, les étudiants pour ce qui nous concerne, mais d'autres pour ce qui les concerne, doivent toujours se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Donc on a créé un nouveau syndicat qui vit depuis 5 ans. Abderrahmane, ce qu'il n'a pas dit, fait partie des premiers militants qui ont cru à cette aventure. Donc l'organisation tenait à le remercier parce que c'est la seule occasion qu'on a pour le faire. Et il est aussi élu sur nos listes à l'Université de Paris 3. Moi, je vais vous parler, donc je vais respecter les temps, je suis habitué aux âgés. Je vais vous parler des